Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour sur notre plateau de l'émission Libre-Échange, qui a de plus en plus de succès. Merci, c'est vrai. Je reçois plein de messages très sympathiques, d'encouragement, de projets d'émissions. Alors, on a quelques exemples sur la maladie de Lyme, entre autres. Il va y avoir la journée mondiale sur les océans, c'est une réflexion aussi. Alors, si vous avez des sujets à proposer, des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur mon site. Mon site, c'est www.sylvain-blondin.com, sur lequel vous pouvez déposer plein de choses. S'il y a des écrivains qui veulent faire la promotion de leur livre, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et aussi, je vous invite de m'envoyer un petit mail sur mon adresse de l'association, c'est président@asso-big-bank.eu. On renouvellera à l'émission. Donc, si vous avez des thèmes, des sujets que vous voulez aborder en particulier, des questions, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Dumortier. Camille, qui... On connaît déjà parce qu'on avait déjà fait une émission il y a un certain temps sur les sages-femmes, les problématiques qu'elles rencontraient. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle émission, vous allez dire, mais différente, vous allez voir. Camille, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors, merci d'être venu parce que tu as fait déjà un long déplacement pour venir sur nos studios de notre émission Libre-Échange. Merci beaucoup. Et alors, on va avoir aussi en ligne Madame Denise Zimmermann qui va nous parler un petit peu parce que assez mal méconnue, l'organisation déjà des sages-femmes. Alors donc, toi, tu es sage-femme, Camille, oui. Sage-femme libérale, salariée, hospitalière. Hospitalière. Différence par rapport, à une sage-femme libérale? Eh ben moi, je travaille à l'hôpital, donc je me déplace pas chez les patientes. C'est les patientes qui viennent à moi. On est complémentaires. Toutes les sages-femmes entre nous, on est complémentaires. Et complémentaires, évidemment, avec tous les gens avec lesquels on travaille à l'hôpital et dans les structures hospitalières et... hors de l'hôpital. Alors, première question qui vient, comment que ça se passe? Il paraît que en milieu hospitalier, tout va bien, il n'y a pas trop de travail. Comment que ça se passe? Eh ben, écoute, je t'invite à venir passer une petite nuit avec moi, tu verras. Ah, vu sous cet angle, je veux bien, mais je pense que c'est une nuit pour faire partager ton activité qui n'est pas évidente. Oui. Non, il y a comment ça se passe une journée de sage-femme? Une journée de sage-femme. Ouais. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on ne sait pas comment ça se passe au final. On arrive le matin et on peut avoir 0 patiente, exceptionnellement, tout comme on peut avoir un service absolument plein et courir toute la journée. Quand on est sage-femme, on a une grosse résistance à la faim, une grosse résistance à la fatigue. On rit souvent entre nous en disant qu'on a des vessies qui ont des capacités de 3-4 litres parce qu'on s'occupe des patientes avant tout et ça peut être un peu tout ou rien. C'est vraiment ça aussi qui me plaît dans ce métier, c'est que on ne sait pas ce qui va nous arriver. Il n'y a pas de routine, absolument aucune routine. Chaque jour est une nouvelle journée, nouvelle journée est, une aventure si on peut dire. C'est ça. Complètement, oui. Alors, on a en ligne justement Madame Denise Zimmermann. Madame Zimmermann. Oui, bonjour. Bonjour, merci de nous accorder quelques instants pour cette interview parce que je sais que vous êtes assez prise, donc vous avez beaucoup d'activités. Vous êtes la présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes du 54. Oui. Vous êtes également la vice-présidente du Conseil interrégional de la section 2 et également membre titulaire de la Chambre disciplinaire nationale. Et également, vous êtes présidente au niveau de l'URPS, qui est le rayon régional des professionnels de la santé des sages-femmes. C'est bien ça? Je n'ai rien oublié? Tout à fait. Non, tout à fait, c'est bien. Alors, pouvez-vous nous dire justement, Madame Zimmermann, vous êtes déjà sage-femme libérale, c'est ça, hein? Alors, je suis sage-femme libérale, oui. Ah, donc, en fait, par rapport à Camille, donc votre activité va plus vers l'extérieur. Comment que ça se passe, votre activité déjà? Alors, les sages-femmes libérales s'occupent donc des patientes. Donc, elles ont la mission globale, en fait, du suivi de la grossesse. C'est-à-dire depuis la déclaration de grossesse jusqu'après l'accouchement, donc tout le suivi de la grossesse, la préparation à la naissance,
l'accouchement physiologique, puisque les sages-femmes, nous sommes dans la physiologique, puisque notre rôle s'arrête dès l'instant où nous avons dépisté une pathologie. Nous avons l'obligation d'adresser la patiente à un médecin, ce que nous faisons toutes naturellement. Ensuite, il y a la période des suites de couches. Donc, en libéral, on prend les patientes en charge donc, dès leur sortie de maternité. Et aujourd'hui, les patientes sortent très tôt, couramment 2e et 3e jour. Oui. Donc, nous les prenons en charge. Nous allons à domicile pour vérifier, faire un examen médical de la maman, du bébé également, et puis surtout vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de pathologie qui pourrait survenir au-delà de la sortie de maternité. Surveiller le poids de l'enfant et bien sûr l'allaitement. Voilà. Alors, et ensuite, juste pour terminer, ensuite la sage-femme, donc dans ses missions et dans ses compétences, elle peut prendre en charge la patiente dans la rééducation périnéale. Et depuis la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009, nous avons la compétence de la gynécologie physiologique donc et de dépistage. Voilà, ce qui est très important. Alors justement, il y a des choses que je voudrais relever. Vous dites que maintenant, l'hospitalisation d'une femme en maternité, c'est 2 à 3 jours seulement. Oui. Est-ce que ce réduction de temps en maternité, c'est pas une façon un peu de faire des économies sur la santé? Est-ce que c'est pas une façon un petit peu de réduire un peu les effectifs? Comment vous le percevez? Réduire les effectifs, c'est évident, puisque dans la mesure où il y a moins, on réduit les lits déjà. Donc déjà, rien que par le fait de réduire des lits dans un service, que ce soit hôpital public, privé, peu importe, c'est exactement pareil, automatiquement, ça entraîne des suppressions de postes. Donc là, déjà moins d'effectifs. Les sorties de maternité se font de plus en plus tôt, et c'est exact qu'en règle générale, en médecine, on va vers de l'ambulatoire, c'est-à-dire que je pense que dans un avenir qui n'est peut-être pas si éloigné que ça, les patientes iront accoucher en plateau public ou privé et ressortiront le lendemain avec une sage-femme libérale. C'est vrai qu'au niveau de la santé, du coup, ça coûte beaucoup moins cher de financer des visites à domicile que des journées d'hospitalisation. Alors, ça coûte moins cher, mais derrière, en termes de risque, en termes d'accidents, parce qu'on voit maintenant de plus en plus souvent des accidents qui se produisent. On a vu, le dernier que j'ai en mémoire, c'est une jeune femme qui n'a pas pu être prise aux urgences de suite et qui a perdu son bébé. Et sans compter tous ceux dont on ne parle pas. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une dégradation justement des soins à ce niveau-là? Alors écoutez, à ce sujet-là, je ne me permettrai en aucun cas de prendre une position. Parce que il y a effectivement bien tout ce qui est rapporté par les médias, oui, et il y a ce qui se passe dans la réalité. Voilà. Donc, je ne peux pas me permettre de juger. C'est dramatique, c'est vrai, c'est dramatique. On voit de temps en temps, effectivement, on voit ça dans les médias. Oui. Des patientes, notamment quand il y a... Mais vous, sur le terrain? Maternité. Alors, sur le terrain, écoutez, on prend des patientes qui sont en bonne santé. Oui. Si elles présentent, par contre, il y a une chose, si les patientes présentent une pathologie, que ce soit pendant leur grossesse, une pathologie qui est stabilisée, ou dans le postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, par exemple des césariennes qui sortent tôt, ça arrive, ces patientes-là ont la possibilité de sortir en hospitalisation à domicile. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Elles sont hospitalisées, mais chez elles. Donc, on travaille également avec les sages-femmes libérales, là-dessus, il n'y a aucun problème. Les patientes sont hospitalisées donc chez elles et ce sont les praticiens qui viennent à domicile. Par exemple, s'il y a des examens de laboratoire, s'il y a une surveillance particulière, avec les infirmières libérales également, nous travaillons, les médecins généralistes également. Oui. Donc, elles sont hospitalisées mais chez elles. Voilà. Alors ça, c'est une forme qui a tendance à se développer. Il y a une HAD donc qui s'appelle l'ADAN, donc sur l'agglomération nancéenne. Dont vous êtes la sage-femme coordinatrice, c'est bien ça? Attendez, elle existe depuis 2005, oui. Et depuis 2009, nous avons ouvert une branche obstétrique. Donc, je suis effectivement sage-femme coordinatrice, mais sur un temps relativement court. Et là, ce n'est que de la coordination, on travaille avec les praticiens libéraux. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, sur le terrain, dans la vie de tous les jours, est-ce que vous ressentez, comment dirais-je, donc vous êtes dans la continuité des professions médicales, des médecins, est-ce que vous sentez, comment dirais-je, est-ce que vous avez tous les moyens pour travailler, est-ce que, comment ça se passe bien, vais-je dire, est-ce que, voilà, d'une façon dans la vie de tous les jours? Globalement, c'est relativement satisfaisant. Évidemment, il y a toujours des progrès à faire, notamment au niveau de la communication. Mais bon, globalement, mes collègues, on ne rencontre pas d'énormes problèmes. On arrive
on arrive à travailler, heureusement d'ailleurs, heureusement. Alors, on pourra rebondir sur la deuxième partie de l'émission, parce que je sais que vous avez des emplois du temps assez chargés. C'est pour ça que je vous donne cette... Non, mais attendez. Non, c'est nous qui vous remercions de nous accorder ce temps. Alors, vous êtes présidente du Conseil de l'ordre départemental, c'est bien cela, avec des actions au niveau national. Alors, parlez-nous un petit peu du Conseil de l'ordre pour informer, justement, rendre public et accessible l'information à nos auditrices et auditeurs. L'ordre des sages-femmes. Qu'est-ce que l'ordre des sages-femmes? Parce qu'on se dit souvent, il y a l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre différents ordres. Mais l'ordre des sages-femmes, qu'est-ce que l'ordre des sages-femmes? Quelle est la fonction? Alors, l'ordre des sages-femmes, je vous donne la définition officielle. L'ordre est doté de la personnalité civile. C'est un article du Code de la santé publique. C'est un organisme privé doté de la personnalité morale chargée par le législateur d'une mission de service public. Voilà, c'est la définition de nos ordres, des ordres en général. Donc des ordres médicaux, dont nous sommes partis, puisque les sages-femmes, nous sommes une profession médicale. Donc, d'un point de vue pratique... Notre rôle, c'est de veiller aux règles qui sont contenues dans le code de déontologie de la profession, en privilégiant, bien sûr, en toutes circonstances, le respect et l'intérêt de la patiente et du nouveau-né. Nous avons une mission pour nous assurer. Alors, je vous parlerai après des différents échelons du Conseil de l'ordre, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que les départements. Oui. D'accord. Donc, nos missions, elles sont, on veille au maintien du principe de moralité, de probité, de compétence et de dévouement qui sont indispensables donc à l'exercice de la profession de sage-femme. Il y a un tableau. C'est un peu à l'image du serment d'Hippocrate, si je peux dire. Voilà, c'est ça. C'est ça, la déontologie médicale. Tout à fait. Et nous avons donc le Conseil national qui est à Paris. Oui. Nous avons ensuite, alors on a tous les mêmes missions en fait, puisque nous restons toujours par rapport au niveau de notre code de déontologie. Oui. Par contre, le Conseil national, lui, en tant qu'instance officielle, représente l'ensemble de la profession au ministère. Il travaille beaucoup, il travaille à l'amélioration bien sûr de la profession. En matière de prescription, enfin de différentes choses. Donc c'est l'organisme qui est privilégié au niveau des pouvoirs publics. Donc il y a le Conseil national qui est à Paris. Oui. Ensuite, il y a les conseils interrégionaux. Les conseils interrégionaux, il y en a 5 parce que la France est coupée en 5 régions. Par exemple, nous dépendons du secteur 2. Oui. C'est 5 régions, ça correspond à peu près à 4000 sages-femmes. D'accord. Alors, exemple, le secteur 2, dont vous êtes la vice-présidente, ça correspond à peu près à quelle zone géographique, pour donner une image? Alors, c'est la Lorraine, bien sûr. Oui. Alors, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, le Nord-Pas-de-Calais, l'Alsace et la Picardie. Oui, c'est important de le dire parce que sur toute la France, il y a ce maillage qui est fait. Ça, c'est un exemple, mais justement, dans toutes les régions, il y a un ordre. Oui. Donc, le national, le régional, donc avec les différentes... Non, pas de régional. Interrégional, pardon. Régional, mais interrégional. Interrégional. 5 régions. Voilà. Et ensuite, par département. Et ensuite, il y a les conseils départementaux. Départementaux, voilà. Voilà, alors, tout à fait. Effectivement. Alors, une chose importante, si vous voulez, c'est pour bien comprendre, nous avons tous les mêmes missions, effectivement, veiller au respect de la profession de la déontologie. Le Conseil national a également dans son conseil la Chambre disciplinaire nationale. Oui. Lorsqu'il y a une plainte, alors qui ne touche, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le pénal, mais souvent c'est associé, qui touche donc au niveau des compétences des sages-femmes ou de la déontologie. Il y a d'abord au Conseil interrégional la chambre disciplinaire de première instance et la section des assurances sociales. Voilà, ça c'est 2 chambres différentes et toute affaire arrive d'abord au Conseil départemental qui est dans lequel se trouve l'affaire ou la plainte. D'accord, donc c'est là qu'elle va être, on va dire, instruite, c'est là que... Elle est enregistrée, Oui. La première démarche du Conseil départemental, c'est d'organiser une commission de conciliation. C'est-à-dire, bien sûr, avant d'aller plus loin, on essaye toujours de trouver une solution pour que ça s'arrange. D'accord ? Donc, ensuite, il y a conciliation, auquel cas tout s'arrête.
S'il n'y a pas conciliation, alors il y a des procès-verbaux rédigés, bien sûr, c'est toute une procédure qui est relativement lourde. Cette plainte-là, le conseil départemental, bien sûr, prend une délibération et l'adresse au conseil interrégional de façon à ce qu'elle soit instruite au niveau de la chambre disciplinaire de première instance. Voilà. Et si, à l'issue du jugement qui est rendu donc au niveau de l'interrégion, de cette chambre disciplinaire de première instance, si une des parties n'est pas satisfaite de la sanction ou du jugement, Oui. à ce moment-là, elle fait appel et cet appel arrive à Paris en chambre disciplinaire nationale. D'accord. Vous voyez le cheminement, disons, les différentes étapes, si on peut dire. Hein. Alors, voilà. Selon la gravité, vais-je dire, ça peut aller au pénal aussi également. Ah, bien sûr. Hein? Et bon, personnellement, j'ai déjà eu à juger en national, bien sûr. Alors, justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est que, donc, en termes de litige, quels sont des exemples de litiges que vous rencontrez? Et puis, un litige qui a été important à vos yeux, que vous avez dû présider, je veux dire, assister, voir. Alors, ça peut être des litiges entre sages-femmes libérales. Oui. On en a eu il n'y a pas longtemps. Bon, puis on a trouvé un accord, il n'y a pas de souci. Sage-femme libérale. Sur des problèmes géographiques, de patientèle des problèmes de contrat en général. C'est des problèmes de contrat mal rédigés. Le pourquoi nous avons été toutes formées dans les départements à l'étude des contrats de façon à ne pas laisser passer des choses qui seraient d'abord antidéontologiques, pour commencer. Parce qu'on va de plus en plus vers des installations en libéral dans la profession. Donc, vous dites une désinstallation en libéral, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre les sages-femmes libérales ? Non, on ne les perd pas, des installations en libéral. Oui. C'est-à-dire que comme il n'y a plus de postes dans les établissements publics ou privés, c'est très limité, eh bien, on a de plus en plus de jeunes sages-femmes qui s'installent en libéral. Ah oui, d'accord. Et on a besoin de libéral, on en aura besoin. Et oui. Alors, voilà. Est-ce qu'on a un chiffre, justement, de nombre de sages-femmes en libéral ? Alors, en libéral, sur la France, on est à peu près 3500. 3500. Et le nombre total des sages-femmes ? En exercice, on est dans les 22 000. Je n'ai pas le chiffre précis, mais c'est 22 000 en exercice. D'accord. Alors, pour revenir un petit peu par rapport au litige que vous disiez, là, c'est un exemple de litige, donc, mais vous avez dû, comme vous disiez, assister à des séances dans lesquelles des litiges plus importants, par exemple. Alors, bon, ça peut être des problèmes d'accouchement, avec malheureusement décès d'enfants ou décès de la patiente, c'est déjà arrivé. Alors, quand on siège en national, on ne siège pas sur des affaires qui sont dans notre secteur. D'accord ? Oui, on siège, quand j'ai siégé... Oui, parce qu'il y aurait, je veux dire... on risque de connaître, bien sûr, de toute façon. De connaître, et puis voilà. Voilà. Il faut qu'il y ait une neutralité totale. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et on ne juge que sur la pratique professionnelle et la déontologie, on est bien d'accord. Oui, sur la pratique professionnelle et la déontologie. Voilà, s'il y a eu faute ou pas, c'est aussi, on a aussi des affaires sur des accouchements à domicile qui se sont mal passés. Voilà. Et en gros, c'est ça à peu près. D'accord. Alors pour revenir un petit peu en France, est-ce que vous avez un chiffre sur le nombre d'accidents qu'il puisse avoir dans le domaine sur l'accouchement, sur, je veux dire, sur l'activité? Non, je n'ai pas de chiffre. Combien on a d'accouchements en France? Vous avez peut-être un chiffre par rapport à ça? Les derniers chiffres étaient à 820 000, je crois. 820 000. 820 000 accouchements en France. Oui. Alors comment se situe la France par rapport aux autres pays étrangers? Eh bien, nos mamans font des enfants. On est quasiment à 2 enfants par femme. Donc, c'est bien. C'est bien. Mais en termes de qualité des soins, en termes de suivi de grossesse, par rapport à ça, est-ce que nous sommes bien placés ou est-ce qu'il y a une dégradation qui se produit? Je pense qu'on a besoin de plus, on a et on aura besoin de plus de sages-femmes libérales, notamment. Il y a quand même le problème aussi au niveau de la désertification médicale et du manque de médecins. Qui pose quand même problème dans l'avenir. Et oui. Et on a, c'est par rapport au numerus clausus, tout est là. Et donc on a besoin de sage-femme, c'est sûr, parce que une consultation, par exemple, quand on fait du postpartum, quand on va voir les mamans à domicile, on est quasiment 1 heure avec elles. Oui. On est quasiment 1 heure. Il faut prendre le temps de journée, bien sûr. Et puis si on est une patiente qui est pas très bien, parce que des fois après la naissance d'un bébé, ça bouleverse beaucoup de choses dans une vie. Et si elles ont besoin de nous un peu plus longtemps, on reste. Voilà.
Alors justement, vous parlez de désertification médicale parce que je ne sais pas si vous savez, mais c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, notamment le manque de médecins en France, avec les conséquences sur les populations, entre autres. Oui. Par rapport à cela, comment ça se passe dans les campagnes? Parce que moi qui suis dans un petit village dans la campagne, je peux vous dire que c'est pas évident. Comment ça se passe par rapport à ça pour les sages-femmes libérales? Qu'est-ce que vous en pensez? Actuellement, on est en train d'assister à une multiplication de ce qu'on appelle ou des maisons de santé pluridisciplinaires ou des maisons de santé, parce qu'elles ont des statuts un peu différents. Et actuellement, parce que les sages-femmes, malheureusement, on a été oubliés pendant des décennies, ne pensaient jamais à nous. Et actuellement, je pense que le milieu médical en général, de la santé, dirons de la santé, maintenant où les gens qui font ces maisons de santé commencent à demander des sages-femmes. Moi, je suis souvent sollicitée au niveau du Conseil de l'Ordre par des maires ou par des médecins qui s'installent dans une maison de santé et qui font un courrier ou m'appellent en disant voilà, on va ouvrir une maison de santé à tel endroit, on aimerait avoir une sage-femme. Parce que c'est très important justement pour l'offre de soins. Et aujourd'hui, j'ai des collègues sages-femmes qui sont installés dans des villes qui sont assez loin de l'agglomération nancéenne, même assez éloignées. Et en fait, elles ont ouvert ce qu'on appelle un cabinet multisite, c'était ce qu'on appelait les cabinets secondaires avant, dans ces maisons de santé, où au début, elles font environ 1 à 2 demi-journées de consultation par semaine, et progressivement, les rendez-vous s'accumulent, les plages horaires sont remplies, et elles travaillent bien. Elles font beaucoup de gynéco. Et ça a permis une chose, c'est vrai que cette compétence pour les sages-femmes a permis une chose, c'est de pouvoir rencontrer des patientes donc en consultation gynécologique qui n'avaient pas vu de gynécologue pendant des années, depuis des années. Alors sur la prévention, justement, c'est important. La prévention, c'est énorme. Énorme, oui. Et alors, les maisons de la naissance, parce que dans mon ouvrage Zone rurale à votre santé, j'en parle sur les développements des pôles de santé, la maison de la naissance, la maison des seniors. Qu'en pensez-vous de la maison de la naissance? Maison de naissance, écoutez, justement, je pars après pour une réunion parce que nous avons un très gros projet sur Nancy. Nous avons les locaux et on est en train de travailler sur ce dossier de façon à pouvoir entrer dans l'expérimentation. Bon, on a déjà déposé un pré-dossier, mais on va le compléter. Là, il est quasiment bouclé et on va le présenter à l'ARS puisque ce sera l'ARS donc de Lorraine qui sera porteur du projet. Et on espère bien, par ce biais, entrer dans l'expérimentation. Il y a des sages-femmes libérales qui font ce qu'on appelle de l'accompagnement global, qui sont très intéressées, parce qu'en fait, elles prennent la patiente depuis la déclaration de grossesse, elles suivent toute la grossesse. Alors, bien sûr, il y a obligatoirement une visite faite dans le service où la patiente risque d'être, si quelque chose n'allait pas, d'être transférée. Donc, il y a une consultation. Et ensuite, les sages-femmes se retrouvaient, fini, la dame partait accoucher, elles attendaient patiemment que ça se passe, elles ressortaient relativement tôt, elles les reprenaient après. Maintenant, la sage-femme libérale qui fait de l'accompagnement global, avec ce projet-là, va pouvoir accoucher ses patientes. Et je pense que les dames qui optent pour cette solution, pour elles, c'est un choix. Et c'est très bien qu'on puisse offrir autre chose que ce que l'on fait jusqu'à présent. Et ça peut être une façon favorable, de pallier un petit peu, je veux dire, au déficit de médecins et de permettre d'avoir une accessibilité de proximité des soins. Voilà. Et alors, pour développer, et ça va être ma dernière question, parce que je sais que vous êtes très occupé et que vous allez entrer en réunion, donc ce sera ma dernière question. Vous avez présenté ce projet-là à l'ARS, mais ne trouvez-vous pas que, on voit par exemple dans le cadre du développement de pôles de santé, la maison, de pôles pluricyclaires de santé par exemple, il y a des lourdeurs administratives derrière, il y a beaucoup de contraintes. Est-ce qu'il n'y aurait pas, une nécessité d'alléger un petit peu toutes ces choses-là pour faciliter ces développements? Ce serait très bien, mais bon, dans le cadre des maisons de santé, des maisons de naissance, la loi a été votée l'année dernière, fin d'année dernière, et aujourd'hui, on ne peut toujours pas ouvrir, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, mais qui ne sont pas des vraies maisons de naissance. Elles sont dans des établissements, les patientes font tout leur travail, par exemple au rez-de-chaussée, et pour l'accouchement, elles montent en salle de naissance. Donc ce ne sont pas de vraies maisons de naissance. Donc cette loi, elle est votée, et maintenant on attend les décrets d'application. Vous savez, c'est bien ça le problème en France, c'est que tant qu'on peut voter autant de lois qu'on veut, si les décrets d'application ne sont pas sortis, elle n'est pas applicable. Donc on attend ça, le cahier des charges qui doit être en train d'être écrit au niveau de l'HAS.
donc qui va décliner ce qu'il faudra pour que ce soit sécurisé au maximum, c'est évident. Donc on attend ça. Et c'est vrai que la lourdeur administrative, c'est très lent. C'est pesant, très lent. Alors justement, dans la deuxième partie de l'émission avec Camille, nous allons parler des infirmières, des sages-femmes libérales, des revendications, des problématiques qui existent la vie de tous les jours. Je sais que vous avez un devoir de réserve, mais pour vous, cette situation, comment vous la trouvez ? Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est, de revendiquer cette reconnaissance ? Quelle est la position de l'Ordre national des sages-femmes ? De mémoire de sage-femme, pour moi personnellement, ça fait 45 ans que j'exerce. Oui. C'est la première fois que nous avons un mouvement aussi long, aussi dur et aussi important. Et je pense aussi que nous avons avec nous tous les étudiants, les jeunes sages-femmes, ce qui n'était pas forcément le cas les autres mouvements qu'il y a eu, parce qu'ils ont compris que c'est leur avenir actuellement qu'ils jouent. Et moi, je suis tout à fait favorable à sortir du titre 4. J'ai travaillé dans la fonction publique, et c'est vrai que on reste toujours les petites mains de quelqu'un, d'accord ? Et ça, c'est plus acceptable. Nous sommes une profession médicale autonome de la physiologie. Nous sommes en fait les généralistes de l'obstétrique. Voilà. Donc, moi, j'y suis tout à fait favorable. Alors, au niveau du Conseil de l'Ordre, nous soutenons le mouvement, c'est évident, à 300%. Par contre, le Conseil de l'Ordre ne peut pas faire partie des discussions. Ce n'est pas du tout dans ses missions, ce n'est pas son rôle. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Par contre, on le soutient, c'est évident. Et le Conseil national est tout à fait partant, et moi également. Eh bien, Madame Zimmermann, merci beaucoup pour cette interview exclusive. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et puis, écoutez, si il y a des informations à nous faire passer, ça sera avec grand plaisir. À très bientôt, Madame Zimmermann. À bientôt, bonne journée. Bonne journée. Alors, Camille, dans tout ce qu'on a vu, excuse-moi, je ne t'ai pas fait intervenir parce que comme elle est assez prise, Madame Zimmermann, je voulais avoir ces informations, mais maintenant, on va pouvoir travailler dessus par rapport à ce qui a été dit. Et dans tout ce qu'elle dit, là, tu t'y retrouves. Oui, toi, tu es plus en salarié, je veux dire. Donc, on va dire tout de suite, ce qui vient à l'esprit, c'est quand on dit salarié, c'est-à-dire fonctionnaire, c'est-à-dire 8h, midi, 13h, 17h, au revoir, monsieur, dame. Hein, c'est un peu l'image que l'on a, en général, de la fonction, la personne qui est salariée. On dit fonctionnaire, mais c'est pas du tout le cas. Non, c'est pas du tout le cas. Déjà, les sages-femmes, pour la plupart, ou en tout cas, c'est mon cas à l'heure actuelle, je travaille en salle de naissance, donc c'est toujours en garde de 12 heures pour essayer d'accompagner les patientes du début à la fin de leur accouchement. Un accouchement ne se fait pas en quelques minutes, sauf dans les téléfilms. Ouais. Donc, de toute façon, nous, nos gardes, c'est 8h, 20h ou 20h, 8h. Après, en sachant évidemment que... s'il y a un accouchement qui se passe à 8h moins 5, on va rester jusqu'à 9h, le temps de faire l'accouchement en lui-même, de terminer ce qu'on a à faire sur le plan médical pur, et puis après de faire les papiers, puisqu'on a une part administrative qui est absolument colossale dans notre travail. Hein. Ce sont des charges administratives, là, ces charges-là. Est-ce qu'elles ne peuvent pas être... Parce qu'en fait, toi, ton activité, c'est sage-femme. C'est de dire, voilà, je fais pleinement mon activité de sage-femme. La partie gratte-papier, si je peux dire, à un moment, ça devient un petit peu... Que ce soit pour toi en salarié, mais j'imagine qu'en sage-femme libérale, c'est encore plus important. Il y a la comptabilité et tout ça. Ah oui, absolument. De toute façon, les sages-femmes libérales doivent, envoyer, grâce à la carte vitale, les données directement au niveau de la sécurité sociale. Nous, au niveau de l'hôpital, mon travail, c'est la patiente arrive, il faut que je commence à faire son entrée administrative, ce qui peut être fait par des agents administratifs dans d'autres secteurs. Évidemment, on a la traçabilité de tout ce qu'on fait, chaque chose qu'on fait ou chaque... On n'a pas le droit à l'erreur. Ah ben non, et puis il faut noter ce qu'on a dit à la patiente, probablement très souvent répéter ce qu'on dit, parce que de toute façon c'est pas juste de donner l'information, il faut aussi qu'on s'attarde et qu'on vérifie si l'information qu'on a donnée a été comprise par la patiente, par son conjoint. On a des patientes qui viennent de tous bords, on parle de plus en plus... L'anglais prend une place colossale aussi dans notre exercice, parce que c'est vrai qu'on a aussi des patientes qui viennent et qui ne sont pas francophones, donc ça nous prend du temps, puis c'est de l'accompagnement, donc tout ça malheureusement c'est pas quantifié. Tout ce qui est geste, voilà, on va dire, allez hop, une pause de perfusion, c'est censé prendre 5 minutes, mais tout ce qui est accompagnement psychologique, parce qu'à un moment ou à un autre, la patiente peut
craquer, avoir mal, avoir besoin de présence, tout ça, c'est absolument pas pris en compte. Et malheureusement, les effectifs sont adaptés aux gestes techniques qu'on fait, mais toute la part non technique, toute la part humaine n'est pas forcément Il y a un déficit valorisée. à ce niveau-là que tu ressens? Bien sûr. C'est pas valorisé et déficit. C'est difficile parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours la surprise quand on arrive. On ne sait pas si on aura 1, 2, 3, voire 4 patientes à prendre en charge. Quand on a une seule maman à accompagner, on peut lui consacrer du temps. Quand elles sont 3, malheureusement, on court un peu d'un côté à l'autre. Voilà. Et puis en sachant que la part d'administratif, elle n'est pas compressible. Voilà, il faut coter les actes, il faut faire les déclarations de naissance, il faut remplir les papiers, il faut... voilà, c'est des choses qu'on nous demande, et c'est vrai que ça, moi ça ne fait que 15 ans que je travaille, mais c'est vrai qu'en 15 ans, j'ai vu une sacrée c'est quand même une expérience évolution. importante, oui, et puis l'évolution. Alors ce que je propose, Camille, c'est qu'on se fasse une courte pause musicale, et on va revenir dessus, justement, parler de la profession des sages-femmes, les revendications, nos politiques et tout ça. Hey, ils sont où là-dedans? Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes de retour sur notre émission, sur le plateau de notre émission Libre-Échange, en la présence de Camille Dumortier. Alors, Camille, qui est sage-femme et qui est aussi représentante du collectif, elle se bat pour les sages-femmes. Parle-nous un petit peu, Camille. Donc, parce qu'il y a des revendications qui sont faites, et c'est sur quelle base? On a vu un petit peu l'activité, mais on va revenir aussi dessus. Donc, quelles sont vos revendications? Alors ça va bientôt faire 6 mois, on va fêter notre anniversaire de lutte. Donc depuis le 16 octobre, les sages-femmes de la France entière sont en grève, à l'appel donc du collectif des sages-femmes. Les revendications, il y en a 3 principales. On voudrait être reconnu premier recours. Ça veut dire que l'importance des sages-femmes dans le suivi des femmes lors de toute leur vie gynécologique, puisque depuis 2009, comme le disait Denise, on fait aussi du suivi gynécologique de prévention. On a donc les compétences dans le suivi de la grossesse physiologique. À partir du moment où il y a une pathologie qu'on dépiste, puisque notre travail, c'est vraiment prévention-dépistage. Dès qu'on dépiste une pathologie, on adresse les patientes aux médecins et ensuite on travaille en collaboration avec les médecins. Est-ce qu'ils jouent bien le jeu, les médecins, de toi à moi, je veux dire, par rapport à ça déjà, d'un point de vue professionnel? Est-ce qu'ils n'ont pas un peu peur de se faire grignoter leur activité? Est-ce qu'ils jouent le jeu parce qu'en fait, vous êtes complémentaires. Oui, absolument. J'ai envie de dire que la plupart d'entre eux jouent le jeu, mais que malheureusement certains, effectivement, nous voient comme des ennemis et ne veulent absolument pas nous laisser cette place qu'on a de toute façon de fait dans la santé des femmes. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les installations de sages-femmes en libéral sont favorisées par les médecins hospitaliers, puisqu'on en parlait, les patientes sortant de plus en plus tôt de l'hôpital, il faut bien un relais qui se fasse à domicile. Néanmoins, j'ai entendu encore dernièrement parler dans certaines régions d'endroits où des médecins chefs de service qui sont anti-sages-femmes réussissent même à faire fermer des cabinets libéraux. Donc certains sont absolument contre nous. J'ai envie de dire qu'une plus grande partie quand même est pour nous, et c'est très bien qu'on travaille de toute façon au quotidien en collaboration. Malheureusement, c'est toujours pareil. Ceux qui sont contre les sages-femmes sont les plus écoutés. Voilà, c'est dommage, mais c'est vraiment ce qu'on ressent au niveau de ce mouvement qui a débuté depuis 6 mois. Donc, première chose, sage-femme premier recours, ça veut dire être mis en avant, parce que la plupart des patientes ne savent pas. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue qu'est-ce que fait une sage-femme, on a encore cette image d'accoucheuse. Le bébé sort comme par magie, pouf, et nous, on l'attrape simplement. Bon, c'est absolument pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Oui. La seconde chose, c'est que... Bah oui, ça peut arriver, mais bon... Quand ça arrive, on leur dit de ne pas trop le répéter, parce qu'il ne faudrait pas que tout le monde pense que ça se passe comme ça. C'est quand même pas la majorité des cas, malheureusement. La deuxième chose, donc, c'est que depuis la loi LRU et le système licence master doctorat, depuis 2001, les sages-femmes, pour pouvoir être sage-femme, font une première année d'études de médecine. Donc au départ, c'était le PCEM1, et puis désormais, ça s'appelle la PACES, première année des études de santé, commune aux études de santé, pardon.
on voudrait que notre formation universitaire soit réellement reconnue. À partir de 2015, on se retrouve dans une impasse, c'est-à-dire que pour enseigner à des gens qui passent un master, il faut avoir un doctorat. Or, la plupart de nos sages-femmes enseignantes n'ont pas ce niveau doctorat pour l'instant. Il y a des sages-femmes doctorantes, de toute façon, de plus en plus, et les jeunes, celles qui sont en formation à l'heure actuelle ou qui ont été formées récemment, de toute façon, sont plus dans cette dynamique. On se retrouve donc techniquement, à partir de l'année prochaine, dans les écoles de sages-femmes, les sages-femmes ne peuvent plus enseigner aux sages-femmes. Alors comment on va faire ? Sage-femme. Alors, on arrive toujours à louvoyer un petit peu de cette manière-là. Après, au niveau des études de sage-femme, il y a quand même une partie des enseignements qui est déjà fait par les médecins. Donc, de toute façon, ça continuera. Mais on est vraiment dans une impasse. Nous, on voudrait aussi, en tant que sage-femme, avoir des études autonomes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans les écoles de sage-femme, il y a toujours une directrice d'école qui est une sage-femme elle-même, mais le directeur technique de l'école est un médecin. Et certains médecins ne comprennent pas notre demande d'être complètement autonome, c'est-à-dire qu'on ne voit pas pourquoi. Certes, on est une partie de la santé des femmes, mais on est une profession médicale à compétences définies, comme les dentistes le sont, et il y a des facs d'odontologie qui sont complètement autonomes et qui ne sont pas sous la coupe, entre guillemets, des facultés de médecine. Donc on est très méfiant de ce côté-là, malheureusement, parce qu'on en revient toujours à certains médecins sont contre les sages-femmes, d'autres sont tout contre les sages-femmes, c'est-à-dire qu'ils sont réellement avec nous, mais le département de maïeutique, comme ça peut être proposé parfois, c'est-à-dire vraiment une filière dans une fac de médecine qui soit pour les sages-femmes, puisque l'art des sages-femmes, c'est l'art de la maïeutique. Malheureusement, un département peut être fermé au bon vouloir du doyen de l'université. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même alarmant et grave. On voudrait continuer à travailler avec eux, à côté d'eux, mais pas sous eux, entre guillemets, sous leur emprise. C'est peut-être pas le mot, mais on est autonome. Voilà, on est une profession médicale. Il y en a 3 en France selon le code de la santé publique. On voit vraiment pas pourquoi nous, les sages-femmes, on serait mis à part une fois de plus, comme ça a été fait depuis des dizaines d'années. Alors, on voit d'une façon générale que les médecins sont là, en haut de la pyramide, vais-je dire, qui sont les grands patrons de la médecine. Et quelque part, après, viennent les autres professions. Est-ce que justement, au lieu que ça soit plutôt, je veux dire, un management, on va dire, transversal, c'est plus pyramidal, et un manque de reconnaissance d'un point de vue général Qu'est-ce que tu en penses ? Ce qui se passe aussi, c'est que c'est vrai que parmi les 22 000 sages-femmes, on est une majorité à travailler en établissement hospitalier public et que malheureusement, on n'est pas dans la bonne case. C'est-à-dire qu'on est dans la fonction publique hospitalière, fonctionnaire sans... Voilà, on l'est certes, mais sans horaire fixe comme ça peut être dans certaines autres administrations. Le souci, c'est que de toute façon, dans la fonction publique hospitalière veut dire profession paramédicale, hiérarchie et travailler sous les ordres des médecins. Le problème, c'est que nous, les sages-femmes, on ne fait pas, par exemple, du renouvellement d'ordonnances comme les infirmières cliniciennes peuvent commencer à le faire ou à le revendiquer. On prescrit nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a vraiment notre champ de compétences, notre champ, voilà, c'est tout. Une autonomie. On a une autonomie. Notamment sur les prescriptions, par exemple les ordonnances, des choses comme ça. Vous êtes amené à prescrire des ordonnances ? Bien évidemment, puisque on peut faire la déclaration de la déclaration de grossesse, prescrire tous les examens pendant la grossesse, prescrire les médicaments qui sont nécessaires, prescrire les échographies, faire les échographies. Ouais. On est, comme le disait Denise, et c'est une parole d'un grand professeur médecin qui disait les sages-femmes sont les médecins de l'accouchement normal. Voilà. Après, le problème en obstétrique, c'est que on parle souvent d'un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est-à-dire que tout est normal jusqu'au moment où boum badaboum, plus rien n'est normal. Donc c'est là qu'on a vraiment une importance et qu'on doit travailler en partenariat avec les médecins. Mais c'est pas pour autant qu'un médecin peut nous contraindre, entre guillemets, à faire quelque chose. Il y a certains endroits où ça se passe très bien, c'est-à-dire que tant que tout est normal, que tout progresse, il y a une prise que le de conscience qui a été mise en place. C'est un autre fonctionnement, les mentalités plus jeunes peut-être aussi. De toute façon, il y a ça parce que désormais, puisque les sages-femmes et les médecins font déjà la première année commune, évidemment, après il y a quand même des amitiés qui peuvent se lier et puis mais la plupart d'entre eux comprennent cette différenciation qu'il y a entre voilà, on est tous profession médicale, mais nous c'est la physiologie et le dépistage de pathologies.
psy. Et eux, finalement, quand ils ont fait 12 ans d'études, c'est pas juste pour pouvoir prescrire des pilules ou faire que des choses normales. En faisant un peu l'avocat du diable, aujourd'hui, il n'y a pas de statut reconnu par rapport à ce que tu disais, je veux dire, la pratique médicale, entre les professions médicales et paramédicales. Il y a un peu le flou qui aussi a une influence d'un point de vue salaire, je pense, rémunération. Ah bah oui, bien évidemment, parce que c'est vrai que ça... Mais c'est pas la base de votre revendication, non, je pense. pas du tout. On s'en est rendu compte un petit peu à la fois, j'ai envie de dire. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, c'était comme ça. Je n'avais pas pris conscience du faible salaire qu'on pouvait avoir. Et c'est vrai qu'au vu de nos responsabilités en moyenne, et de nos une gestes sage-femme, quotidiens... quel est son niveau de revenus en moyenne, hein, je veux dire, ça va être selon le nombre d'années, mais on va dire, allez, une personne, je veux dire, une sage-femme qui a des 10 ans, 12 ans d'activité, à peu près un revenu moyen, on va dire. Hein. Bah, peut-être que je vais me tromper, hein, mais j'ai envie de dire 10-12 ans d'activité, on est environ à 1800 euros par mois. Alors après, il y a les gardes qui s'ajoutent, mais il faut quand même savoir que quand on fait une garde de 12 heures de nuit plutôt que de jour, on gagne 9 euros de plus pour faire une nuit. Donc c'est pas... ça n'a absolument rien à voir avec les tarifs des gardes des autres professionnels médicaux. Ouais. Puisque, de toute façon, à l'hôpital, on est dans la fonction publique hospitalière. Donc, le 9 euros de plus par nuit, c'est le même tarif pour les infirmières, pour les aides-soignantes, pour les sages-femmes. Voilà, c'est vraiment pour ça que je dis qu'on est... et ensuite, aussi les conséquences par rapport à la retraite, par rapport à la reconnaissance dans le temps. Les retraites aussi ne sont pas reconnues... de toute façon, notre fonctionnement fait qu'au bout de 20 à 25 ans d'exercice, on a atteint l'échelon maximum et qu'ensuite on n'est plus augmenté. Ouais. C'est pas une augmentation. On va dire qu'on monte au niveau des échelons, on monte de manière linéaire, contrairement aux autres professions du titre 4, donc paramédicale et administrative à l'hôpital, mais on est tous dans le même cas, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, de toute façon, on ne sera pas plus augmenté, revalorisé. Nos politiques, parce que, quels que soient les gouvernements, on avait un ancien gouvernement dans lequel Marisol Touraine était là, on a eu Mme Bachelot, on a eu Xavier Bertrand. Par rapport à ça, dans la continuité des choses, qu'est-ce qu'ils en pensent, nos gouvernements, par rapport à ça ? C'est difficile parce que la sensation que j'ai, c'est vraiment qu'au niveau du gouvernement, justement, les médecins sont écoutés, mais parce qu'ils sont peut-être plus représentatifs que les sages-femmes dans les institutions. Éventuellement, mais après c'est aussi de toute façon voilà, les médecins sont les médecins, on va pas leur enlever leurs compétences et leur savoir, sûr. Mais néanmoins c'est vrai que là on voit avec ce mouvement qui a débuté depuis 6 mois, on se rend bien compte que Mme Touraine a entendu les médecins, a écouté les médecins et est encore capable de nous dire à l'heure actuelle non, vous sage-femme vous ne serez pas médecin. Or c'est absolument pas ce qu'on demande. Leur son de cloche est entendu, le nôtre ne l'est pas, le collectif le dialogue est complètement rompu avec la ministre de la Santé. Donc, on attendait de toute façon le remaniement. Oui, pardon. Là, elle vient d'être reconduite, Marisol Touraine. On pensait à un changement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau des sages-femmes ? Vous pensiez d'avoir un nouveau ministre ? Alors, on pensait qu'il allait y avoir un nouveau ministre. De toute façon, c'était un petit peu ce qui était prévu. C'était plutôt Madame Royal qui était censée prendre les affaires sociales et la santé. Mais les écologistes ayant elle a été nommée reconduite par défaut. C'est un peu ça. C'est un peu ça, effectivement. Ouais. C'est ce que j'entends. Alors après, on est encore dans l'expectative. Là, où on se demande s'il ne va pas y avoir un secrétaire d'État à la santé qui va être nommé. C'était hier ou aujourd'hui. Donc, c'est le genre d'information. C'est un peu le tampon, si je puis dire, entre Madame la ministre Marisol Touraine et puis les revendications. Mais de toute façon, on se retrouve, quoi qu'il en soit, dans un mouvement qui dure et persiste. Je pense qu'ils ont tous joué un petit peu le jeu de... Tout ça est très compliqué. De toute façon, il y a des histoires politiques, il y a aussi des histoires syndicales qui agissent là-dedans. Donc c'est vrai que c'est compliqué. On est une profession, on n'est que 22 000. Donc c'est vrai que c'est très peu par rapport au nombre de médecins, au nombre d'infirmières. Donc on a du mal à se faire entendre. Parmi nous, il faut savoir qu'on est quand même 98% de femmes, donc on commence aussi à se dire, sans vouloir faire les caliméros, que peut-être que si on était 98% d'hommes, les choses auraient pu être différentes depuis un petit moment. On a besoin qu'ils nous entendent, mais bon, après, voilà, on est sage-femme, on est patiente. Hein. Alors ça, pour être patiente, on l'est. Donc, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout envie... Le mouvement n'a jamais... le mouvement a démarré très rapidement. En 6 mois, là, je peux vous garantir qu'on a eu le temps de s'organiser pour pouvoir
continuer à mener des actions. Et puis et quitte à à durcir si les choses ne vont pas dans le bon sens. Parce que je rappelle qu'il y a une grève des sages-femmes qui est faite, et c'est la première fois, c'est une grève en étant au boulot, quoi, en fait. Hein. C'est une revendication en disant mais je continue parce que j'aime mon métier, parce que la déontologie, parce que me fait continuer, c'est ça. C'est ça, et puis on a une obligation on est une profession médicale, donc on a une obligation de continuité des soins, donc on est assigné, c'est-à-dire qu'on est en personnel minimum. Le problème étant qu'à l'hôpital, de toute façon, on travaille toujours en personnel minimum, donc ça change vraiment pas grand-chose par rapport à d'habitude. On est assigné, on est tenu de venir travailler et de ne pas mettre en danger les patientes. De toute façon, après, il faut se rendre à l'évidence. Une maternité tourne grâce à tout le personnel qu'il y a au niveau de la maternité, mais sans sage-femme, la maternité en France ne fonctionne pas. Et c'est ça, entre guillemets, notre arme ultime. Et on a dit dès le départ que pour nous, il était hors de question de prendre en otage les patientes. Donc, on n'agit plus sur d'autres actions. On essaie de se faire entendre. On rencontre énormément les politiques. Il faut savoir qu'on a quand même beaucoup de députés, sénateurs qui sont absolument d'accord avec nos revendications. Beaucoup de médecins aussi, mais c'est difficile pour eux puisqu'ils ont aussi un droit de réserve. Donc, ils ne peuvent pas trop clamer leur soutien. Néanmoins, ils sont là. Les dentistes sont avec nous. Alors, ce que je propose, Camille, parce que justement, pour dire un petit peu le manque d'implication de nos politiques, le flottement, j'ai eu l'occasion d'avoir une interview avec Nicolas Dose. Nicolas Dose qui est chroniqueur sur BFM Business, BFM TV aussi. Et justement, déjà, au mois de septembre, on en parlait. Et c'est intéressant de passer son interview aujourd'hui parce que on va voir un petit peu le changement et nos politiques, ce qu'ils en pensent. Alors, nous sommes de retour là sur le plateau de l'émission Libre-Échange. Camille, là, on vient d'écouter l'interview qui est, je veux dire, d'actualité. Là, c'était justement parce qu'il y a le nouveau gouvernement qui est mis en place, une nouvelle chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça ? Qu'est-ce que ça m'inspire, tout ça ? Je découvre au fur et à mesure ce qu'est la mouvance politique. Est-ce que tu ne penses pas que là, en fait, ça va encore continuer une fois de plus on a des grandes promesses. Et pour vous, les sages-femmes, que par rapport à votre activité, vos revendications, on va avoir du mal. Alors pour moi, clairement, le 4 mars, Marisol Touraine a fait une annonce qui, pour moi, était juste de la communication, qui a été très relayée par les médias, alors qu'auparavant, on avait un peu ramé pour se faire entendre. Ouais. Les sages-femmes reconnues médicales, oui, mais bon, ça c'est dans la loi depuis des décennies, voire près d'un siècle. Donc cette annonce, elle est absolument vide de sens. Elle promet des choses, mais rien n'a été fait pour l'instant. Encore une fois, j'ai envie de dire, on n'a pas décidé de lâcher. Alors, on n'était absolument pas parti pour être gréviste et dans le mouvement aussi longtemps que ça. Néanmoins, on reste persuadé que pour la santé des femmes, à l'heure actuelle, il faut vraiment un changement et que ce changement, nous, les sages-femmes, on peut aider à l'apporter. Et je pense que de toute façon, au niveau de l'hôpital et de la santé globale en France, il faut aussi des changements. Notre système ne fonctionne plus correctement puisque en 10 ans, on est passé du 8e au 20e rang mondial sur le plan de la santé périnatale. Alors, c'est pas qu'on fait de moins en moins bien. C'est simplement que les autres progressent et que nous, on reste en retrait alors qu'on a quand même beaucoup d'outils à notre portée. On a quand même des spécialistes qui sont éminents. On a quand même toutes les armes en main en France pour pouvoir progresser. À l'heure actuelle, sur le plan de la prématurité, au niveau européen, on est au même rang que la Slovénie. Alors moi, je dis ok, mais on est quand même la France. Dans 3 ans, on est au rang de la Roumanie si on continue comme ça. Je connais pas ni la Slovénie ni la Roumanie, mais j'ai des amis de ces nationalités-là. Donc voilà pourquoi je les cite. Voilà, il faut que les choses progressent, il faut que les choses évoluent, il faut que tous les talents puissent être utilisés à bon escient. Pour la santé des femmes, pour la santé des familles, parce que une femme, une mère, voilà, j'ai envie de dire que on est tous passés dans les mains d'une sage-femme à un moment ou à un autre. Arrêtons de laisser croire aux gens que nous, les sages-femmes, on est là, tout beau, tout rose. Malheureusement, voilà, il y a des formidables côtés et des moins bons dans notre métier, et ça, il ne faut pas l'oublier.
Qu'est-ce qu'on peut faire, Camille, aujourd'hui, nous, je veux dire, auditrices, auditeurs, gens de la rue et je veux dire, population, patients, pour aider les sages-femmes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai envie de dire, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, en parler autour de soi. Ne pas rester chez soi en se disant, c'est pas grave, je vais pas voir le gynéco, il habite trop loin. Essayer de penser quand même que les sages-femmes peuvent aussi faire du suivi et peuvent aussi intervenir. Ne pas hésiter à en parler donc aux députés, aux sénateurs, à son maire, en parler autour de soi. Donc de toute façon, c'est déjà ce que font pour nous les pharmaciens, entre autres, et ce qu'on essaie de faire nous. On attend une campagne de pub nationale promise par le gouvernement. Après, moi, je ne crois que ce que je vois désormais avec ce qui nous a été dit jusqu'à présent. Il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle Avant, on était sage. C'est un site qui... Alors c'est avant, trait d'union, on, trait d'union, était, trait d'union, sage au pluriel. C'est ça, voilà. Donc c'est un site sur lequel toutes nos revendications sont renotées, sur lequel il y a aussi des informations sur ce qu'est réellement le métier de sage-femme et toutes nos compétences, et qui amène à une pétition qui a été signée par près de 100 000 personnes, une pétition en soutien aux sages-femmes. Donc ça, c'est vrai que plus on aura de signatures et mieux ce sera. Et puis d'un autre côté, donc là peut-être plus encore pour les médecins, pharmaciens, dentistes, élus, étudiants, un site qui a été créé dernièrement qui s'appelle Sage... alors c'est d'union femme, /ph.overblog.com. Voilà, donc ça c'est plus un site qui dit que voilà, à l'hôpital, les professions médicales ont un statut. Toutes les professions médicales l'ont, sauf la profession de sage-femme, et qu'il est légitime qu'on prétende à ce même statut. Et merci à Laurent Pannequin qui a eu le que courage... Que je salue car je le connais. Voilà, qui a eu le courage de créer ce blog pour montrer son soutien. Nous arrivons à la fin de notre émission, Camille, parce qu'on aura encore beaucoup de choses encore à dire. Tu es une invitée, quand tu as des revendications, des choses à faire, à dire, n'hésite pas. Et j'invite tous nos auditrices, tous nos auditeurs à aller sur nos sites et à soutenir votre action. Moi, le premier, je soutiens votre action. Camille, merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Libre-Échange. Et d'ici là, prenez soin de votre santé. Libre-Échange, Sylvain Blondin. Libre-Échange, Sylvain Blondin.